Salut tripeux d'horreur! Après un printemps plus que merdique, la merveilleuse saison de l'été est finalement arrivée, puis avec elle arrive enfin le beau temps puis la chaleur. Alors quoi de mieux que de dire fuck you au soleil puis de rester enfermé à l'intérieur devant un bon petit film d'horreur? J'ai justement quelques suggestions à proposer, puis je vous ai préparé un top 10 des films à regarder en été pour que, comme moi, vous puissiez passer un été sanglant. Camp de vacances, plage, road trip, il va y avoir un peu de tout, pour tous les goûts, mais surtout du mien, hein? Je me suis aussi limité à un film par franchise, faire en sorte que ma liste soit plus variée. Donc, sans plus tarder, voici mon top 10 des films à regarder en été. Numéro 10. Lac Placide avec Bill Pullman, Bridget Fonda, Brendan Gleeson puis Oliver Platt. Un crocodile géant, vieux de 150 ans puis mesurant 30 pieds de long, fout la marde dans un lac non loin de la petite ville de Black Lake dans le Maine. Une paléontologue, un garde forestier, le shérif de la ville puis un milliardaire excentrique vont devoir s'unir pour tenter de stopper le carnage de l'animal féroce. Réalisé par Steve Miner, fraîchement sorti d'Halloween 20 ans plus tard, Lac Placide est un bon petit film de série B, le genre qui se regarde bien en après-midi avant de faire le souper ou en faisant un peu de ménage. C'est sûr que c'est pas un incontournable du genre, mais ça reste un bon divertissement. Puis je l'avoue, je voulais mettre un film de crocodile dans mon top 10, puis j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai un petit faible pour celui-là. C'est le premier que j'ai vu. En 9e place, Piranha 3D. Un tremblement de terre relâche des piranhas préhistoriques qui vont aller foutre la merde pendant le spring break. Je le sais, le film se passe pas en été, mais who cares? Ça reste une excuse de voir du monde en maillot de bain se faire manger. Réalisé par Alexandre Aja, Piranha 3D est un film qui, contrairement à ses réalisations précédentes, faut vraiment pas le prendre au sérieux. Le scénario est digne d'un film de la compagnie The Asylum, mais heureusement la production, elle, non. Les effets spéciaux sont bien faits, c'est plein de bons acteurs, puis si vous mettez votre cerveau à off, c'est un film vraiment le fun. J'ai toujours pas vu l'original réalisé par Joe Dante, mais il est dans ma wishlist sur Amazon. J'attends juste qu'il baisse de prix ou de le trouver usagé pour pas cher. Pour la 8e place, j'ai choisi Camp Dread. Dans le film, Julian Barrett est un réalisateur de films d'horreur qui a eu un énorme succès dans les années 80 avec sa trilogie Summer Camp. Mais malheureusement pour lui, sa carrière s'est terminée avec la fin de la décennie. Dans l'espoir de revivre ses années de popularité, il va recruter des jeunes puis il va leur faire croire qu'ils participent à un reality show où ils peuvent gagner gros. There they are, my future stars. Mais c'est pas vrai pantoute. Sans le savoir, ces jeunes-là font partie de la distribution du reboot de Summer Camp, puis la production manque de fonds puis doit couper quelque part. Si vous voyez ce que je veux dire. Mettant en vedette Eric Roberts, Phil Soros puis Daniel Harris, Camp Dread est selon moi un bon petit slasher qui évidemment réinvente aucunement le genre, mais il réussit à être quand même assez divertissant. C'est sûr que les kills sont pas hyper originaux, puis des fois l'acting, souvent l'acting est douteux, mais ça n'empêche pas le fait qu'il y a deux de mes Scream Queens préférés dedans, fait qu'en bout de ligne, ça s'annule puis c'est le fun. Get the fuck off! En 7e position, après Camp Dread, voici Club Dread. Lorsqu'un tueur en série vient casser le party au Coconut Peak Pleasure Island, une île paradisiaque où c'est constamment la fête, le personnel du club va essayer d'arrêter la violence. Ou du moins essayer de la cacher. Réalisé par Broken Lizard, la même gang derrière Super Trooper puis Beer Fest, Club Dread est une comédie hilarante qui livre la marchandise. Tous les éléments d'un bon slasher sont présents. Il y a du sang, il y a des seins, il y a un tueur masqué, il y a un gars d'exemplaire qui se fait tuer. Ah, puis il y a même Bill Paxton dans un de ses rôles les plus drôles de sa carrière. Il est vraiment puissant en Coconut Pete, le propriétaire de la place. Yes, goddammit! Yes! Yes! En 6e place, I Know What You Did Last Summer. Le soir du 4 juillet, 4 adolescents font le party, mais leur fun est de courte durée, alors que sur la route, ils frappent un homme avec leur voiture. En panique puis le croyant mort, ils décident de se débarrasser du corps puis ils jurent de plus jamais parler de ce soirée-là. Un an plus tard, il y a une des adolescentes qui reçoit une lettre qui dit « I know what you did last summer ». Pour ceux qui suivaient pas, c'est le titre du film en passant. Ça veut donc dire qu'il y a quelqu'un qui sait ce qui s'est passé cette fameuse soirée du 4 juillet, puis cette personne-là est prête à tout pour assouvir sa terrible soif de vengeance. Sorti en 1997 pendant la vague de slasher post-Scream, I Know What You Did Last Summer est pas mal l'un des meilleurs clones de la série de Wes Craven.
Puis c'est pas juste un bon slasher, c'est un bon film aussi. La preuve, il est écrit par Kevin Williamson, le même gars qui a écrit Scream, Scream 2 puis Scream 4. Le film met en vedette Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe puis Freddie Prinze Jr. Leurs personnages sont clichés, mais au moins c'est des clichés qui sont bien écrits, ce qui fait qu'on s'attache à eux. On veut pas que Buffy meure, Hélène. Pour vrai, I Know What You Did Last Summer, c'est un bon slasher des années 90 qui mérite votre attention. Puis si vous avez toujours voulu voir Leonard de Big Bang Theory mourir, c'est votre chance! Numéro 5. Le remake de The Hills Have Eyes réalisé par Alexandre Aja, le même réalisateur derrière Piranha 3D que j'ai parlé un peu plus tôt. Le road trip de la famille Carter tourne au cauchemar lorsque leur véhicule est accidenté sur une route en plein désert. Route qui passe en plein milieu d'une ancienne zone de test pour la bombe atomique. La famille va se rendre compte bien assez vite que le désert apparemment inhabité est en fait le terrain de chasse d'une famille de mutants assoiffés de sang. Pis c'est eux autres qui vont servir de proie. Eux autres pis le perruche. Remake du film de Wes Craven originalement sorti en 1977, The Hills Have Eyes version 2006, est à mes yeux en tout point supérieur à son prédécesseur. Réalisation impeccable, très bon casting, super photographie, puis violent à souhait. On pourrait pas demander mieux d'un remake. En quatrième place, The Burning. Inspiré d'une légende urbaine assez populaire dans les années 70-80, le film raconte l'histoire de Cropsy, un concierge alcoolique qui travaille dans un camp de vacances, mais qui est loin d'être apprécié des enfants. Les petits tabarnaks planifient une blague qui malheureusement tourne au désastre, puis Cropsy brûlé au 3e degré, en plus d'être totalement défiguré. 5 ans plus tard, puis après avoir subi plusieurs traitements, Cropsy peut enfin se déplacer. En sortant de l'hôpital, sa destination est évidente. Il retourne au camp pour assouvir sa vengeance. Considéré comme étant le meilleur clone de Friday the 13th, The Burning se permet quand même de brasser légèrement les cartes. Parce que contrairement au premier vendredi 13 où l'identité du tueur reste un mystère jusqu'à la fin, ici c'est évident dès le début que c'est Cropsy. Armé de longs ciseaux à jardinage, il laisse derrière lui une quantité assez impressionnante d'hémoglobine. Les effets spéciaux et les maquillages sont super bien faits, pis c'est normal parce que c'est Tom Savini qui est derrière tout ça. Random fact, Tom Savini a refusé l'offre de travailler sur Friday the 13th Part 2 parce qu'il préférait réaliser les effets spéciaux pour The Burning. En troisième position, Jaws. Lorsque les plages d'Amity Island sont la cible d'un dangereux requin blanc, le chef de police de la ville va faire équipe avec un biologiste marin. Il y a toujours un biologiste marin dans ces films-là. Puis un chasseur de requins, et tous se lancent dans une quête désespérée afin de tuer l'animal avant qu'il fasse plus de victimes. Faut que je vous avoue quelque chose par exemple. J'ai regardé Jaws pour la première fois que tout récemment. En fait, je l'ai regardé parce que je pensais l'ajouter à mon top 10, puis oh my god que je regrette de ne pas l'avoir regardé plus tôt. Le film est très bien rythmé, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer parce que toutes les scènes sont intéressantes, les acteurs sont bons, puis on a le temps de s'attacher aux personnages. Et évidemment, en 2017, 42 ans après sa sortie, c'est dur de pas se faire spoiler la fin de Jaws. Et allez savoir comment j'ai réussi à pas me spoiler tout le reste. Puis l'histoire m'a vraiment captivé du début jusqu'au générique. Même si je l'ai regardé juste une fois, c'est assez pour savoir que Jaws c'est le meilleur film de requin, point, fin de la discussion. Pas vrai, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est bon à ce point-là. En deuxième place, Friday the 13th Part 2. 5 ans après le massacre perpétré par Pamela Voorhees au camp Crystal Lake, son fils Jason, qu'on croyait mort noyé au fond du lac, revient pour venger le meurtre de sa mère. Après 2 films d'Alexandre Aja, en voilà un autre du réalisateur Steve Miner qui se retrouve dans mon top 10. Je vous le jure, j'ai pas fait exprès, ça fait juste à donner que Friday the 13th Part 2 est une suite hautement supérieure à l'original. Il y a plus de morts, il y a plus de gore, puis évidemment, il y a plus de sang.
En fait, pas mal n'importe quel film de la série aurait pu se retrouver dans mon top 10. J'ai vraiment passé proche d'y aller avec le quatrième, mon préféré, mais j'ai finalement décidé d'y aller avec le deuxième, vu que c'est dans ce film-là que Jason devient le tueur officiel de la série. Puis c'est aussi dans celui-là qu'il y a un des meilleurs kills de toute la franchise. Et finalement, en première position, Sleepaway Camp, le film qui m'a fait retomber en amour avec les films d'horreur. Le film commence avec une vue sur un lac où un père s'amuse gaiement avec ses enfants, Peter et Angela. Des adolescents en bateau viennent scraper le tendre moment familial, ce qui cause la mort du père puis d'un des petits. 8 ans plus tard, Angela, seule survivante de l'accident, est en route pour le camp de vacances avec son cousin overprotecteur, Ricky. Aussitôt arrivé, elle se fait écœurer par les autres enfants, puis son cousin est jamais bien loin, toujours prêt à la défendre. Mais comme si ça pouvait pas être pire, il y a un tueur qui rôde au camp, puis il a l'air bien déterminé à massacrer tous ceux qui s'y trouvent. Sorti en 1983 après des films tels qu'Halloween, Friday the 13th puis The Burning, Sleepaway Camp se présente comme un slasher classique, voire même ordinaire, mais il réussit à se démarquer malgré tous ses défauts. Puis Dieu sait qu'il y en a. Je me mettrai pas à toutes les énumérer, mais je vais au moins vous rappeler ceci. Il revient avec une fausse moustache! Une fausse moustache! Moustache! Les meurtres sont assez satisfaisants dans l'ensemble, mais le vrai cadeau que le film nous fait, c'est sa fin what the fuck. C'est la raison pour laquelle le film se retrouve en première position. Cette fin-là a changé ma vie. Je veux pas dévoiler le punch, mais disons que ça clenche tous les fins de Shyamalan. What a twist! Et c'est ce qui conclut mon top 10 des films à regarder en été. Si vous avez des suggestions ou si selon vous j'en ai oublié, ce qui est fort probable, n'hésitez surtout pas à me les écrire en commentaire, ça va me faire un plaisir de les lire. Sur ce, je vous souhaite un bon été. Amusez-vous, allez au ciné-parc, regardez plein de films, allez au chalet, faites des feux, rien de criminel s'il vous plaît par exemple. Puis surtout, profitez-en. Et comme d'habitude, si vous avez aimé mon vidéo, laissez un petit thumbs up. Puis si vous aimez ce que je fais et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous à ma chaîne.